Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Un décret présidentiel, le décret 2018-39 du 9 juillet 2018, et qui porte aux convocations du corps électoral en vue de l'élection du président de la République. Le texte présidentiel qui était attendu, et c'est peu dire, vient mettre en ordre de bataille les différents appareils politiques et les candidats appelés désormais à aller officiellement à la conquête du peuple souverain, de l'électeur roi. En procédant ainsi, le président de la République, Paul Biya, confirme sa posture de légaliste et de républicain. L'esprit républicain qui d'ailleurs n'a jamais quitté le président Biya, et il vient de le démontrer une fois encore en s'appuyant sur la Constitution et les dispositions du Code électoral pour convier ses compatriotes au choix de leur futur président de la République. L'acte présidentiel, faut-il le relever, intervient dans un contexte où des appels de plus en plus pressants s'élèvent à travers le pays et de toutes les couches sociales pour en appeler à sa candidature pour un nouveau bail à la tête de l'État. Dans le même temps, et malgré quelques escarmouches dans certaines localités du nord-ouest et du sud-ouest, les forces insurrectionnelles sont en train de perdre du terrain et de l'influence au profit des forces de l'ordre et de sécurité. À compter de ce lundi 9 juillet 2018 donc, les luttes politiques sont appelées à se concentrer désormais sur la prochaine présidentielle, le principal enjeu. En attendant de revenir plus en détail sur cette actualité, nous vous proposons de revisiter l'intense activité diplomatique du président camerounais sur divers fronts au cours de ces derniers jours. Invité du programme, Paul Batibonak, diplomate et écrivain, directeur Afrique au ministère camerounais des Relations extérieures. Chers téléspectateurs, merci de nous accorder votre hospitalité. C'est un ami fidèle et un allié sûr et déterminant du Cameroun que le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères est accueilli ce 29 juin 2018 au perron du Palais de l'Unité. Arrivé en terre camerounaise 48 heures plus tôt, Jean-Baptiste Lemoyne a ce vendredi rendez-vous avec le président de la République. Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire de la République. L'engagement mutuel de la France et du Cameroun à continuer à faire route pour relever les défis communs aux deux pays sera le socle de ces entretiens. La lutte contre le terrorisme, la gestion des réfugiés et les questions de développement vont ainsi occuper une part importante de ces 75 minutes d'entretien, avec à chaque fois une volonté commune d'aller plus loin. Nous avons évoqué justement tous les sujets de coopération, notamment à travers ce fameux C2D, le contrat de désendettement et de développement. Le président a salué d'ailleurs un outil véritablement très efficace et donc nous avons au-delà de l'aspect bilatéral évoqué aussi naturellement les sujets de les défis communs, la lutte contre le terrorisme dans la zone du lac Tchad, contre Boko Haram naturellement, où le Cameroun est très engagé. Et puis par ailleurs, le Cameroun prend une part importante aussi dans l'accueil de réfugiés. Au sujet des perturbations enregistrées dans certaines localités des régions du nord-ouest et du sud-ouest, la position de Paris à travers son émissaire sera on ne peut plus claire. Attachement viscéral à l'unité du Cameroun, condamnation sans embâche des violences perpétrées contre de paisibles citoyens et les éléments des forces de l'ordre et de sécurité. Le Cameroun, c'est quelque part l'unité dans la diversité et donc naturellement nous avons aussi évoqué justement la situation au nord-ouest, au sud-ouest et je crois qu'il y a une volonté qui est avérée de dialogue et en même temps par rapport à des exactions qui sont commises, d'apporter des réponses parce qu'on ne peut pas impunément comme cela abattre des gendarmes, des fonctionnaires, mais une volonté naturellement de faire vivre cette diversité qui est dans l'identité du Cameroun et ce qui en fait aussi, je crois, un atout dans la mondialisation. Dans la foulée de bonnes nouvelles, le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères va annoncer le soutien de son pays
à l'extension du campus de l'Institut catholique et une participation toujours plus accrue des entreprises françaises à la création de richesses dans notre pays. Un ensemble d'assurances et de bonnes nouvelles qui témoignent de la fécondité de l'axe Yaoundé-Paris et qui vont sans doute continuer à résonner en écho à travers le tam-tam offert par le président Biya en guise de cadeau souvenir à l'illustre visiteur au moment de quitter le palais de l'Unité. L'entrée en fonction des nouveaux chefs de mission diplomatique nouvellement accrédités, un exercice qui revêt une charge symbolique toute particulière, surtout qu'à celle-ci se greffe pour le cas du Cameroun une solennité des grands jours, avec naturellement à l'honneur les élus du jour. Le premier diplomate étranger à sacrifier au rituel de ce jeudi 5 juillet 2018 est une dame, Gomoto Ruth Magao, haut commissaire désigné d'Afrique du Sud en République du Cameroun. Pour lui rendre les honneurs à elle et à ceux qui vont lui succéder à l'esplanade, la compagnie musique de la garde présidentielle a 100% de son potentiel, le drapeau de la République et sa garde, une compagnie d'honneur à 3 sections chacune et une aide d'honneur étoffée, le tout aux ordres du chef de bataillon Jean-Michel Zolo, commandant le 2e groupement d'intervention par intérim de la garde présidentielle. Le pas déterminé, le nouveau haut-commissaire se dirige vers le 3e étage du palais présidentiel pour ouvrir une nouvelle page de la coopération entre Yaoundé et Pretoria. À la tête d'un pays qui a accompagné la longue marche du peuple sud-africain dans son rêve d'émancipation et de grandeur, c'est avec une grande ouverture de cœur que le président Biya accueille le nouveau haut-commissaire d'Afrique du Sud et lui présente ses collaborateurs. En l'occurrence, le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvandoyolo, le chef d'état-major particulier du président de la République, le général de brigade aérienne Emmanuel Amoukou, et le commandant de la garde présidentielle, Raymond Jean-Charles Bokor Abondo. Échange de civilité. La représentante du président sud-africain, Cyril Ramaphosa, présente à son tour au chef de l'État camerounais ses collaborateurs de la représentation diplomatique. Cette séquence se referme par une brève audience et s'est revêtue de ses attributs de haut-commissaire de la République d'Afrique du Sud en République du Cameroun que cette enseignante de formation, titulaire d'un diplôme d'études supérieures en sciences de l'éducation de la University of South Africa, était en poste au Vietnam, va regagner le perron du palais présidentiel au moment où retentit l'hymne national de son pays, symbole de cette nation arc-en-ciel qu'elle représente si bien par ses couleurs. Le second tableau, pour sa part, met en scène un confrère, son Excellence Valentin Olesongo, ambassadeur désigné de la République du Congo dans notre pays. C'est un journaliste de formation, titulaire d'un doctorat de 3e cycle en information et communication, obtenu à l'Université de Grenoble 3 en France. Précédemment ambassadeur de son pays auprès de nombreuses capitales, dont Dakar, Bamako, Banjul, Nouakchott et Rabat, entre autres, le nouveau chef de mission du Congo-Brazzaville à Yaoundé a par ailleurs officié comme directeur général de la télévision nationale congolaise. Au-delà de la rigueur qui encadre le cérémonial de présentation de ses lettres de créance au chef de l'État, la chaleur de l'accueil que lui réserve le président Biya est à l'image de sa proximité avec son homologue et frère, Denis Sassou Nguesso. Et sans doute que les premières minutes d'entretien que lui accorde le président camerounais dans le cours de ce rituel vont donner l'opportunité aux deux personnalités de dessiner les nouveaux contours de l'axe Yaoundé-Brazzaville qui a, au cours de ces dernières années, accouché de nombreux projets intégrateurs dans les secteurs de l'éducation et des infrastructures notamment. La femme sera à nouveau à l'honneur dans ce ballet diplomatique avec l'entrée en fonction officielle de son Excellence Ryu Bokriol, ambassadeur désigné de la République de Corée dans notre pays. Très présente depuis de nombreuses années au Cameroun et dans l'accompagnement des communautés, dans leur processus de développement des secteurs tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, la pêche et l'ingénierie informatique, la Corée est un partenaire sûr sur lequel le Cameroun a toujours su pouvoir compter. Sur la pente des actions entreprises par son prédécesseur, il est fort à parier que pendant son séjour à Yaoundé, le nouvel ambassadeur de Corée ne manquera pas de proposer
le savoir-faire coréen pour aider le Cameroun à réaliser son rêve d'émergence dans les domaines tels que les barrages électriques et les infrastructures portuaires. Passé les échanges de civilité, les premiers entretiens entre le président Biya et son excellence Borhéol vont lui donner l'opportunité de dérouler les grands axes de sa feuille de route. Et c'est honoré par tous ces égards reçus et dans le même temps rassuré de la disponibilité des plus hautes autorités du Cameroun de l'aider à réussir sa mission que le nouvel ambassadeur de Corée va elle aussi quitter le palais de l'Unité au son de la musique de la garde présidentielle. Le dispositif mis en place la veille est resté immuable ce vendredi 6 juillet 2018 à l'esplanade du palais de l'Unité. Seuls ont changé les acteurs. Et d'abord le commandement des troupes assuré cette fois par le chef de bataillon Eric Youkep, commandant le premier groupement de la garde présidentielle. Et c'est à son excellence Julieu Murat, nonce apostolique désigné au Cameroun, que reviendra l'honneur d'ouvrir le bal de cette seconde journée de présentation des lettres de créance au chef de l'État. Docteur en droit canonique, le nouveau représentant du Saint-Siège au Cameroun sera accueilli avec toute la chaleur qui caractérise la relation entre le Cameroun et le Saint-Siège. Une relation dynamique, vivifiée par des échanges fréquents de visites et un accord cadre sur le statut de l'Église catholique au Cameroun. Précédemment en poste en Zambie et au Malawi, le nouveau nonce apostolique est un parfait polyglotte qui s'exprime en français, en italien, en anglais, en allemand et en grec. Et c'est sous les airs de Inno i Marcia Pontificale, l'hymne national et pontifical du Saint-Siège, qu'il va quitter le palais de l'Unité. Elzen Ibrahim Youssen Hassan, c'est lui. Il est le nouvel ambassadeur désigné de la République du Soudan dans notre pays. Actuellement en cycle de recherche en vue de l'obtention d'un PhD en sciences politiques et relations internationales, il est avant cela titulaire d'un master en traduction obtenu à l'université de Khartoum. Jusque-là ambassadeur, chef du département de l'Union africaine au ministère soudanais des Affaires étrangères, c'est à lui que reviendra la responsabilité d'apporter une nouvelle impulsion à la coopération entre Yaoundé et Khartoum, une coopération qui, au dire des spécialistes, reste bien en deçà des potentialités des deux pays. Sans doute que ces premiers échanges avec le président Biya vont lui donner l'opportunité de dérouler les grandes lignes de sa feuille de route avant de sortir du palais présidentiel, revêtu de ses nouveaux attributs d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan, la République du Cameroun. Arrive son excellence Wang Yingwu, l'ambassadeur désigné de la République populaire de Chine dans notre pays. L'accueil à lui réservé et les égards qui lui sont rendus de sa descente de voiture au perron du palais de l'Unité sont à l'image de la profondeur de la relation entre la Chine et le Cameroun et de la proximité entre leurs dirigeants. Comme en témoigne d'ailleurs la récente visite d'État effectuée par le président Biya en République populaire de Chine au mois de mars dernier, une visite qui a permis aux deux pays de franchir de pas déterminants dans leur rapprochement. Le nouvel ambassadeur de Chine au Cameroun, qui occupait jusqu'à sa nomination le stratégique poste de directeur des affaires académiques de l'école du parti au ministère des Affaires étrangères de son pays, succède à son excellence Wei Wenhua, dont le séjour de 3 ans au Cameroun aura été des plus prolifiques au bénéfice des deux pays. Paul Batibonak, bonsoir. Bonsoir. De vos multiples casquettes, nous n'avons préféré qu'en retenir que quelques-unes. Vous êtes au départ diplomate, ministre plénipotentiaire. Vous êtes par ailleurs directeur Afrique au ministère des Relations extérieures. Et vous êtes, excusez du peu, vous êtes un ancien négociateur. Cela tient à vos fonctions de premier secrétaire à la mission camerounaise auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Et c'est précisément par cette posture que nous allons ouvrir notre échange, l'Office des Nations Unies à Genève. Et c'est précisément par cette posture que nous allons ouvrir notre échange. C'est quoi un négociateur et qu'est-ce que vous avez pu, en cette qualité-là, obtenir pour le Cameroun ou pour l'Afrique? Merci pour cette entame. Le négociateur, c'est un, pour l'appeler comme le préfère
le ministre camerounais des Relations extérieures, Mbela Mbela, c'est un combattant. C'est quelqu'un qui se bat pour son pays, qui cherche à défendre les intérêts de son pays, mais aussi à promouvoir à travers des accords les intérêts de son pays. À Genève, figurez-vous, il y a plus de 11 000 réunions par an et nous travaillions sous l'autorité d'un ambassadeur, le représentant permanent. C'était l'ambassadeur Fabien Cou, qui, lui, veillait à ce que les instructions soient les instructions. Donc, une fois que les instructions venaient des capitales, il n'y avait rien à y changer. Nous devions seulement nous mettre au travail pour obtenir ce qui était important pour le pays. À titre d'illustration, nous avons négocié sur la banane. À l'OMC, il y avait un enjeu. L'Union européenne ayant changé en termes de nombre, en termes d'accord avec les ACP, mais aussi l'OMC étant devenue une organisation mondiale avec des règles assez précises, il était question pour le Cameroun de défendre ses intérêts parce que dans cette mondialisation, la banane camerounaise devait être laissée pour compte. Il fallait donc trouver un moyen juridique, politique, diplomatique de préserver le secteur bananier du Cameroun de sa disparition. Nous avons pu obtenir près de 50 millions d'euros pour le Cameroun, pour la diversification, pour faire en sorte que la banane camerounaise retrouve un nouveau souffle. Et ce n'était pas donné. Parce que ce que nos partenaires nous proposaient, c'était seulement 50 millions pour tous les ACP. Mais nous avons réussi à avoir à peu près la même chose pour le Cameroun tout seul. Donc, alors que le Cameroun est en concurrence avec des mastodontes d'Asie, par exemple, qui sont bien sûr, plus réputés. D'Amérique latine prioritairement. Le défi était en même temps juridictionnel et diplomatique. C'est-à-dire qu'il fallait éviter pour l'Union européenne de perdre sur le terrain de la procédure contentieuse au sein de l'OMC devant l'organe de règlement des différends. Mais il était question aussi pour le Cameroun d'utiliser ces deux espaces pour tirer son épingle du jeu. Nous étions perdants de tous côtés. Justement, comment dans cette bataille entre, on va dire, David et Goliath, vous réussissez à inverser la tendance? Quelles sont les recettes que vous avez utilisées pour déterminer ce renversement de vapeur? Ok, il y avait un contexte qui nous a permis d'affiner notre stratégie. D'un côté, il y a une ligne, celle de la juridiction de l'OMC, l'organe d'appel qui devait trancher sur un certain nombre de questions qui lui étaient soumises par les latino-américains. Et dans cette démarche, l'Union européenne devait être perdante, parce que l'Union européenne, il faut le dire, protégeait les ACP. Et il n'était plus question de continuer sur cette base. Mais en même temps, il y avait une négociation en cours. Et nous avons utilisé donc nos pouvoirs procéduraux pour influencer la mise en œuvre de la décision. C'est-à-dire que tous les pays avaient beaucoup à gagner dans les nouveaux accords qu'il fallait négocier dans le cadre du cycle de Doha. Et nous utilisions justement la menace de l'échec de Doha, notamment dans l'agriculture, pour être écoutés sur tous les autres espaces de négociation qui restaient à la disposition du Cameroun. Mais là, je pense que ce n'était pas forcément le plus grand gain pour la diplomatie camerounaise à Genève. C'est davantage dans la négociation de l'accord sur la facilitation des échanges que nous avons beaucoup gagné, parce que beaucoup de pays puissants voulaient, par exemple, supprimer tout ce que le Cameroun gagne à travers le pipeline tchadien. Donc, tout ce que le Cameroun gagne par ce pipeline devait être perdu. Et nous avons fait ce qu'il fallait pour que le Cameroun retrouve sa place et continue de faire ses prélèvements. Non, vous êtes par ailleurs écrivain, auteur d'un ouvrage de référence, La diplomatie au service de l'émergence du Cameroun. Qu'est-ce qui vous a déterminé à commettre cet ouvrage et comment est-ce que vous pensez que la diplomatie puisse se mettre au service de l'émergence du Cameroun? En réalité, nous questionnons la diplomatie camerounaise. Vous savez, le chef de l'État a fixé un cap, un horizon très élevé.
Et c'est le meilleur projet politique pour le Cameroun à l'heure actuelle. Regardez, voilà un chef d'État qui vous dit qu'un pays en développement comme le Cameroun doit devenir pays émergent. Il propose cela au peuple et le peuple est d'accord. Pour le moment, il n'y a pas mieux que ça. Voilà le meilleur projet politique que le Cameroun a. Et je crois pendant les 20-30 prochaines années, tout le monde sera d'accord que c'est le meilleur projet politique. Donc, le chef de l'État nous donne un défi, celui de rendre le Cameroun émergent. Le diplomate que je suis s'interroge. Est-ce que la diplomatie camerounaise est prête? Est-ce que la diplomatie camerounaise peut accompagner le chef de l'État en fonctionnant comme elle fonctionne aujourd'hui, avec les outils d'aujourd'hui, avec les mécanismes d'aujourd'hui, dans un contexte international en mutation? Donc, en questionnant cette diplomatie, en regardant les enjeux tout autour du Cameroun, les enjeux géostratégiques, géoéconomiques, politiques, nous arrivons à la conclusion qu'il y a un changement, un ajustement, une mutation à enclencher de l'intérieur et qu'il faut aider le chef de l'État accompagné à réaliser cette vision parce que la diplomatie est le pilier numéro 1 de la mise en œuvre de ce projet. Qu'est-ce que vous mettez dans pilier numéro 1 concrètement? Un pays n'émerge que s'il s'expose à l'extérieur. Et le Cameroun s'exprime à l'extérieur par sa diplomatie. La diplomatie est donc interpellée pour non seulement donner les signaux nécessaires à l'étranger, aux autres pays, aux autres États, mais également pour identifier auprès des autres États ce dont le Cameroun a besoin pour transformer ses matières premières, son riche potentiel en ressources, donc pour identifier des marchés, pour parler simplement, là où le Cameroun a besoin d'une industrie, d'une technologie, la diplomatie doit faire le repérage. Et là où il y a un marché porteur, un marché de niche, la diplomatie doit le repérer rapidement. Et donc elle est interpellée pour participer au premier plan aux côtés du chef de l'État à la réalisation de cette importante vision politique. Paul Bati Bonak, directeur Afrique au ministère camerounais des Relations extérieures, invité de cette édition de votre magazine, Présidence Actu. Venons-en au menu principal de cette émission, à la faveur d'une actualité présente et à venir. Vous revenez de Nouakchott, en Mauritanie, vous avez pris part, vous faisiez partie de la délégation camerounaise aux assises du 31e sommet de l'Union africaine. Quel bilan peut-on en faire? Le bilan est largement positif. La délégation camerounaise était conduite par le chef du gouvernement, le Premier ministre, son Excellence Ian Filémon, qui était le représentant du chef de l'État. Et la délégation camerounaise a pris part à tous les segments déjà, au niveau du comité des représentants permanents, au niveau du conseil exécutif, qui est en fait la réunion des ministres des Affaires étrangères, et au niveau de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et comme vous pouvez l'imaginer, si on dit que le bilan est largement positif, c'est qu'à chaque segment, le Cameroun a fait entendre sa voix, le Cameroun a participé au vote, le Cameroun a participé à toutes les discussions, à toutes les phases, en plénière comme à huis clos. Donc, quand on voit les résultats de cette conférence, on ne peut dire que un bilan largement positif à tout point de vue. Sur le plan politique, quand on voit les 23 décisions qui ont été prises, toutes ces décisions vont dans le sens souhaité par le chef de l'État camerounais, que ce soit dans le domaine de la gestion des questions humanitaires, les questions de paix et de sécurité. Au niveau des élections, le Cameroun a fait entendre sa voix en votant pour les candidats qui reflètent les préoccupations, les valeurs de l'Union africaine et donc du Cameroun. Et au niveau des déclarations, c'était la même chose, même pour la résolution qui a été prise. Nous voyons que tous les textes qui ont été adoptés vont dans le bon sens pour le Cameroun
et pour l'Union africaine. Alors, le sommet de la semaine dernière à Nouakchott s'est ouvert quelques jours après l'attentat perpétré contre le siège, le quartier général de la force conjointe du G5 Sahel et de la conversation téléphonique entre le président camerounais, Paul Biya, et le président français Emmanuel Macron au sujet de cet attentat-là et plus globalement de la lutte contre le terrorisme. Quelle lecture vous faites de cette consultation du président camerounais sur des questions qui concernent non seulement le Cameroun, l'Afrique, mais le monde entier? Vous savez, le Camerounais a peut-être la mémoire courte. Le chef de l'État camerounais a toujours été impliqué dans la gestion des affaires africaines et même globales. Seulement, le Cameroun n'étant pas parmi les plus grandes puissances mondiales, on n'a pas l'impression que le Cameroun parle ou que le Cameroun contribue. Au niveau africain, le chef de l'État a été 3 fois vice-président de l'OUA, peut-être qu'on ne s'en souvient plus. Il a été président en exercice de l'organisation de l'unité africaine en 1996-97. Et vous vous souvenez que c'est lui qui a géré la transition entre le secrétaire général sortant Boutros Ghali et Kofi Annan, et le secrétaire général entrant à l'époque Kofi Annan. Donc, vous voyez, il a été très présent. Mais au sommet du millénaire, en 2000, il a posé le problème de la mondialisation. Il avait d'abord parlé d'une éthique de la mondialisation qui n'a pas été suivie. Et plus tard, il est revenu des années après sur la question de l'équilibre entre la libéralisation sauvage et la protection des intérêts nationaux. Mais sur la question du terrorisme, puisque vous avez été précis, il a proposé, vous connaissez la fameuse phrase « menace globale, réponse globale ». Bon, un homme d'une telle sagesse, faisant preuve d'une telle sagacité, ne peut ne pas être consulté. Et donc ce n'est pas une surprise si le président Macron l'appelle, si le président Macron veut sa contribution, son implication dans la gestion des problèmes tels que le terrorisme. Malgré tout ce qui peut avoir été dit sur le Cameroun tient. Et les autorités compétentes l'ont d'ailleurs dit de manière très claire, la situation est stable et sous contrôle. Et je pense que des pays dans lesquels il y a une telle maîtrise ne peuvent qu'attirer l'admiration de la part de ceux qui connaissent la difficulté à garder un pays dans la sérénité. D'une telle complexité d'ailleurs. D'une telle complexité, d'autant que la France a été victime de beaucoup d'attaques terroristes. Et si le chef de l'État camerounais est consulté, c'est qu'il a, comme à son habitude, eu son mot à dire. Une expérience à partager. À partager, pas seulement avec le chef de l'État français, mais avec d'autres pairs africains et non africains. Alors, on va, avec votre permission, marquer notre première escale pour une petite remise en contexte de cette actualité-là. Ces différentes conversations et les déclarations faites par le président français lors de sa visite officielle au Nigeria en rapport avec la situation au Cameroun et ce soutien affirmé au gouvernement camerounais. Dieudonné Ongwa. Un patriarche, un sage, voire un visionnaire. 3 statuts qui se complètent en un seul homme, le président Paul Biya. Celui qui, depuis 1982, préside aux destinées du Cameroun avec tact et méthode, ne passe pas inaperçu, tant parmi ses pairs qu'auprès des instances internationales. Le tempérament et les prises de position de l'homme Biya, empreints de modération et de pertinence, ont fait du chef de l'État camerounais un conseiller à qui l'on recourt à intervalles réguliers. En témoignent, pour ne puiser que dans l'actualité récente, les échanges téléphoniques entre le président Paul Biya et son homologue français Emmanuel Macron le 30 juin dernier.
Comme la quasi-totalité de ses prédécesseurs de la Ve République, le président français, dans ses échanges, n'a pas manqué d'évoquer avec son homologue camerounais les sujets de l'ordre multilatéral, la coopération Cameroun-France étant un truisme dans ses échanges au sommet. C'est ainsi que les deux chefs d'État ont entre autres parlé de la sécurité et notamment du terrorisme, un défi commun au Cameroun et à l'Hexagone, dont les deux pays partagent les moyens d'action aux fins d'éradication. En tant que l'une des voix autorisées et très écoutées en Afrique, et particulièrement dans la sous-région, pour le président Macron, en pleine préparation d'un voyage en ces lieux, il était de bon ton d'échanger avec le président de la République du Cameroun. J'ai eu Paul Biya au téléphone avant de venir à l'Union africaine. D'abord parce que je savais qu'il ne serait pas présent. Comme je visitais un de ses voisins, il était important que nous ayons un échange. Écoutez, nous avons parlé des grands sujets en cours. Échange sur les questions sécuritaires où le président Paul Biya a déjà prescrit la globalisation de la riposte. Concertation également sur les sujets à l'ordre du jour au sommet de l'Union africaine à Nouakchott, en Mauritanie, avec à la clé la question des migrations. Un véritable casse-tête à l'échelle internationale où le Cameroun, sous la conduite de son président, a déjà fait montre de beaucoup de volontarisme et de solidarité. L'accueil des centaines de milliers de réfugiés par le Cameroun en est l'une des preuves. C'est aussi au regard de cette sollicitude constante de Yaoundé et du président Paul Biya que la situation interne au Cameroun préoccupe ses partenaires, à l'exemple de la France. Le Cameroun a clairement un défi qui est la cohésion, la stabilité de l'État. Nous savons les tensions qu'il y a dans la région anglophone. Et là aussi, j'ai apporté tout mon soutien au gouvernement pour qu'il puisse justement aller vers la stabilité. Je pense que la stabilité va aussi vers la reconnaissance, les éléments de pluralisme, parfois de décentralisation qui permettent de régler ces problèmes et ces tensions. Je pense que ce dont la région a besoin, c'est de stabilité. Et ce dont la région a besoin, c'est d'ouverture, de trouver les bons modèles de régulation. Ce n'est pas au président de la France de le dire, mais d'accompagner toutes ces réformes de décentralisation, de liberté régionale qui sont offertes dans un cadre national clair. Je pense que beaucoup de ces sujets aussi peuvent trouver une issue favorable par une meilleure intégration régionale. Mais l'aura du Cameroun et du président Paul Biya intéresse également d'autres espaces, à l'instar de la francophonie, où le chef de l'État camerounais est régulièrement consulté. Elle intéresse aussi l'Union africaine, qui en tire les bénéfices et où la voix du président Paul Biya compte aussi. Le président Biya, c'est plus que visionnaire. C'est la sagesse. C'est j'ai envie l'exemple d'un président africain, d'un président qui encadre d'abord non seulement ses pairs, mais des institutions pour que ça marche très bien. J'avoue que je suis très content d'être dans le sommet avec la délégation du Cameroun. Puisque, en plus de ce qui se dit, quand la délégation camerounaise prend la parole en plénière, par exemple des sommets de l'Union africaine, vous sentez effectivement que un pays s'est préparé pour faire avancer l'institution qui est l'institution fêtière de tout le continent africain. Je ne vous apprends rien que la diplomatie camerounaise est très affinée, très fine, très élaborée, de telle sorte que l'Union africaine trouve effectivement son compte. Pertinent et convaincant sur les défis communs, changement climatique, terrorisme, question des réfugiés et de solidarité internationale, le Cameroun, sous l'impulsion du président Paul Biya, bénéficie encore de beaucoup de crédits sur l'échiquier international. Des acquis qu'il convient de jalousement conserver au moment où certains tentent de le diaboliser. Alors que certains semblent mettre en doute les capacités du président Paul Biya, ces témoignages en sont des cinglants démentis. Retour à vous, Paul Bati-Bonac, pour évoquer à présent l'un des points inscrits à l'agenda de ce 31e sommet de l'Union africaine à Nouakchott, à savoir la question du financement de l'organisation fêtière. Comment est perçu le fait que plus de la moitié du budget de l'Union africaine soit pourvu par les donateurs extérieurs, de même que près de 95% de ces actions
soient financés de l'extérieur. Quelle est la lecture qui a été faite de cette situation-là au sommet de Nouakchott et quelle est l'approche aujourd'hui pour changer la donne? L'approche, elle est partagée, elle est connue. Tout le monde est unanime que c'est une situation intenable. Un continent qui veut être respecté a besoin de réduire sa dépendance vis-à-vis des autres. Celui qui paye la note à le vote, c'est connu aux Nations Unies. L'Afrique voudrait décider pour elle-même. Et le chef de l'État camerounais l'avait déjà dit en 2010. Elle souhaite avoir son mot à dire sur tout ce qui concerne son avenir. Mais pour le faire, il faut financer ces actions, notamment les actions de paix, les activités de paix et de sécurité. Le financement actuel ne permet pas de parvenir à l'autonomie. C'est pour cela que, à l'initiative du président Kagame, qui a été désigné comme champion, leader africain pour la question de la réforme, il y a tout un travail qui est fait pour trouver des modalités pratiques, légales, qui soient conformes aux règles actuelles de l'organisation continentale pour que la réduction de cette dépendance vis-à-vis des partenaires internationaux extérieurs à l'Afrique devienne une réalité. Donc, la modalité de prélèvement de 0,2% sur les importations dans notre pays ou dans les pays africains, membres de l'organisation, est une réalité pour plus d'une vingtaine, plus de 20 pays, 22, 23 aujourd'hui, dont le Cameroun. C'est une solution réelle. Beaucoup d'États hésitent encore à appliquer cette modalité pour des raisons évidentes. Certains estiment que leur contribution sera un peu excessive, mais c'est le prix à payer. Et comme le disait le président Kagame, on ne peut plus continuer à faire le business as usual. On ne peut pas continuer de faire comme on faisait avant et vouloir être libre. Donc, cette option permet de réduire la dépendance. Elle n'est pas encore une réalité, mais c'est un élément majeur du processus de réforme. Parce qu'en réalité, la réforme ne concerne pas que l'aspect financier, elle concerne aussi les institutions. Justement, c'est un compatriote qui est à la tête de ce comité de réforme, je crois, le professeur Pierre Mokoko-Mbondjo. Quels sont les autres axes de cette réforme de l'Union africaine? Les autres axes de la réforme incluent un élément nouveau, la participation des jeunes et des citoyens africains au processus décisionnel au sein de l'institution. La réforme actuelle en cours, parce qu'elle n'est pas encore complètement adoptée, mais la réflexion suit son cours, vise à rationaliser les interventions de l'Union africaine et celles des communautés économiques régionales. Et je pense que c'est une très grande nouveauté, parce qu'avec cette réforme, il est question, en fait, de réduire les charges de l'organisation continentale et de dynamiser les organisations régionales qui elles-mêmes font partie de la grande structure continentale parce que leurs activités doivent converger vers celles de l'organisation faîtière. De plus en plus, il y aura une rationalisation donc, des compétences entre celles qui sont menées au niveau, portées au niveau continental et celles qui sont portées au niveau régional. Et au sein de la Commission de l'Union africaine, il y a aussi un travail de rationalisation des compétences des diverses institutions. Parce qu'il y a plusieurs institutions qui font beaucoup de choses. Je prends par exemple le cas disons des droits de l'homme et des peuples. Il y a une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y a une commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et il y a aussi une cour de justice africaine. Donc,
c'est beaucoup de cours, commissions. Il faudra forcément à un moment donné rationaliser tout cela. Et cela permet, en lien avec l'aspect financier, de réduire les charges et d'être beaucoup plus efficace. Mais il y a aussi un autre élément, c'est que l'Afrique, dans cette réforme, voudrait finir par parler d'une seule voix avec les partenaires non africains, ce qui est une nouveauté. L'autre élément important de cette réforme, c'est la gestion, la gouvernance. On a élaboré les règles d'or qui ont commencé d'ailleurs à être appliquées à l'occasion de l'adoption du budget de 2019. Cela a permis de réduire de 12% les charges et les dépenses de l'organisation par rapport à l'année 2018. Ce qui veut dire clairement que l'Afrique se moderne, ou alors l'organisation se modernise et s'inscrit dans une logique de performance et d'efficacité. Alors, à ce 31e sommet de l'Union africaine tenu en Mauritanie, on a beaucoup parlé également de la création d'une zone de libre-échange qui pourrait constituer un marché d'un peu plus d'1 milliard, 200 millions de personnes. Est-ce que ce rêve-là ne paraît pas un peu lunatique dans un environnement où, à l'échelle sous-régionale, on a encore, par endroits, du mal à lever certaines barrières? Cela peut être compris de plusieurs manières. Peut-être que ce n'est pas... On peut se rendre compte que ce n'est pas l'initiative de trop ou une initiative de plus, mais la dernière bonne initiative. En réalité, lorsque le 21 mars 2018, à Kigali, 44 pays africains signaient l'accord, dont le Cameroun, on n'avait pas l'impression qu'il y avait une décision historique qui était prise. Pourtant, c'est une décision véritablement historique. Pourquoi? Parce que avec la création de ce marché, à terme, ce sera le plus grand marché au niveau mondial, le plus grand marché commun au niveau mondial. Deuxièmement, quelques mois après, en tout cas pendant le sommet de Nouakchott, 5 autres pays, dont l'Afrique du Sud, ont notifié leur intention de joindre la zone de libre-échange. Ce qui veut dire que tous les grands pays africains sont d'accord avec ce projet. Le troisième élément important, c'est que nous avons déjà 6 pays qui ont ratifié. C'est le texte qui a connu le taux de ratification le plus élevé dans le temps qui est compté à ce jour. Avec cette dynamique, le champion de la ZLECAf, le président Mamadou Issoufou, nigérien, autant pour moi, espère qu'en juin 2019, le nombre de ratifications requis sera déjà atteint et que la zone de libre-échange continentale deviendra une réalité. Et il s'active dans ce sens. Pour preuve, à cette réunion de Nouakchott, 13 textes parmi les annexes qui étaient attendus ont été validés par les chefs d'État. Ce qui veut dire qu'après, depuis Kigali, il s'est mis au travail, il a remis les comités techniques spécialisés, notamment les ministres en charge de la justice, qui ont travaillé pour que ces textes soient disponibles et ils ont été adoptés par les chefs d'État. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le processus n'intéresse pas que les ministres des Affaires étrangères, pas que les ministres du Commerce, mais aussi les ministres de la Justice. Et quand on voit l'ensemble des textes qui ont été adoptés, on se rend compte que ces textes concernent véritablement toute l'Afrique. Donc, si les obstacles du passé ne nous ont pas permis d'avoir une véritable intégration, tout au moins sur le plan économique ou commercial, la tendance ne pardonne plus parce que ça devient intenable de continuer de la sorte. Les droits, ou si vous voulez, les droits à l'importation sont les plus élevés en Afrique que partout ailleurs dans le monde.
Et avec les nouvelles technologies, avec l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC, dont 44 membres africains font partie, il devient difficile de tenir avec des taux de droits de douane très élevés pour être compétitif. Autre élément majeur qu'il faut prendre en compte, et dans une logique rationnelle, c'est que de nombreux pays africains veulent devenir pays émergents. Sénégal émergent, Gabon émergent. Tous ces pays ont des projets pour devenir pays émergents. Il n'y a aucun pays émergent qui a des droits de douane très élevés, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Donc, ce qui veut dire que pendant que les droits de douane baissent pratiquement dans tous les pays africains, on est en train, sans forcer, de créer un marché qui est pratiquement continental. N'oubliez pas qu'à cela s'ajoute le marché aérien, mais aussi la libre circulation des biens et des personnes. Tous ces éléments paraissent lunatiques, comme vous l'avez dit, mais la réalité du commerce international oblige aujourd'hui à réaliser que les marges que les pays ont eues dans le passé connaissent une érosion forte, à un rythme rapide. Donc tous les pays sont conscients aujourd'hui qu'il vaut mieux faire le choix et peut-être le sacrifice de traiter librement avec les voisins et qu'avec des pays dont les économies ne sont pas toujours comparables. Il n'est pas exclu que cette réalité-là soit plus fertile que nos projections à nous ici. Alors, l'autre sujet vedette qui s'est invité à ce sommet, c'est celui ayant trait à la corruption. Comment ce phénomène est perçu au sein de l'organisation fêtière et qu'est-ce qui a été proposé, qu'est-ce qui est préconisé pour venir à bout du péril? Il y a eu un large débat là-dessus. Le champion qui est sur la question de la corruption, c'est le président Buhari du Nigeria, a trouvé une formule pour être inclusif et a permis à la société civile de participer au débat, même en plénière. Ce qui fait que le débat ne s'est pas fait à huis clos. Deuxième élément important, c'est que toutes les questions ont été évoquées, notamment la difficulté de lutter contre la corruption. Parce que, comme cela se disait, pendant que vous luttez contre la corruption, les corrompus luttent contre vous. Cela rend le travail difficile, mais il a été trouvé des pistes pour que, dans la durée, avec des instruments juridiques adaptés, avec l'échange d'informations, mais aussi avec l'éducation et les sanctions par voie juridictionnelle, que le fléau recule et que le mal soit maîtrisé. On va marquer notre deuxième halte dans le cours de cette émission pour évoquer d'importants textes, d'importants actes pris par le président de la République au cours de ces derniers jours et qui se rapportent notamment à l'arrivée, à la nomination de nouveaux hommes à la tête de certains conseils d'administration et à la direction générale de certaines formations hospitalières. Et c'est Joseph Clément Ogba qui nous fait le point. Usant de ses fonctions régaliennes à la tête de l'État, surprenant l'opinion et le personnel de ses formations sanitaires de référence, le président de la République, Paul Biya, procède le 2 juillet 2018 au renouvellement des équipes managériales de certains hôpitaux généraux du Cameroun. La cure de jouvence touche l'hôpital général de Douala où le top management est renouvelé à 100%. Nommé président du conseil d'administration, un universitaire bontain, politologue, professeur Elvis Ngolengole, ancien ministre chargé des missions à la présidence de la République. Cet renouvellement de confiance par le chef de l'État me laisse avec un sentiment d'humilité et de gratitude. Gratitude au chef de l'État, puisqu'il a pensé à moi à nouveau. Comme il pense aux autres Camerounais, je resterai toujours engagé pour que, ensemble avec les autres
collaborateurs de l'hôpital que l'hôpital général de Douala reste et demeure un hôpital de référence. Professeur Louma Henry Namé est directeur général de l'hôpital général de Douala, une mission qu'il entend assumer avec dévouement. Je rends hommage à Dieu, je dis merci au chef de l'État qui me donne l'occasion de servir l'État. Merci à mon prédécesseur, le professeur Bello, avec qui j'ai cheminé pendant 20 ans. Il y a beaucoup de défis à relever et je compte sur tous pour faire de cet hôpital un endroit où les patients peuvent recevoir les soins de qualité. Le professeur Louma sera secondé dans cette tâche par Dr Penda Ida Calixte. Du sang neuf aussi à l'hôpital général de Yaoundé. Ici, le professeur Vincent de Paul Ndjetche, 52 ans, diplômé des centres universitaires des sciences de la santé, CUS, en 1991, diplômé européen de neurochirurgie pédiatrique et de microchirurgie des nerfs, prend les commandes, installé le 4 juillet 2018 par le ministre de la Santé publique, André Mamafouda. Le ministre a prescrit qu'il faut regarder le problème d'hygiène et assainissement dans cet hôpital. Il faut regarder l'accueil des patients. Il faut relever le plateau technique. Né le 26 mars 1963 à Omvan, diplômé du CUS en 1991, titulaire d'un diplôme de neurochirurgie obtenu en 1998 à l'université de Bordeaux II en France, professeur Eyega va seconder professeur Vincent de Paul Ndjetche. Je travaille ici depuis 1999 et je sais exactement ce qu'il y a à faire parce que c'est nous qui avons constaté beaucoup de choses et nous sommes mieux placés pour avancer. Au niveau de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, professeur Louis-Philippe Titsol-Meke devient président du conseil d'administration. J'ai été très ému, satisfait et content que le chef de l'État m'ait accordé sa confiance pour un poste aussi important parmi tant d'autres ressources humaines que regorge notre pays, notre région, notre département. En signant ces décrets présidentiels, Paul Biya entend assurément doter ses hôpitaux publics de référence d'une administration encore plus efficiente, des hôpitaux appelés à jouer un rôle majeur dans le cadre de la couverture sanitaire de la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN Total 2019, prévue au Cameroun. Autres grandes écoles concernées par les récents textes du chef de l'État, la célèbre École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Le 5 juillet 2018, Paul Biya confie la présidence du conseil d'administration à une dame, Madame Fé Hélène Kwanga, épouse Galega, qui officiait jusque-là au ministère de la Justice. J'étais très surpris et je remercie le bon Dieu et je remercie aussi le chef de l'État. Et je vais travailler fort, mériter la confiance que le chef de l'État. Le même jour, le président de la République, Fedadoum Garoua, ancien ministre des Sports et de l'Éducation physique, le tout premier ministre de la Jeunesse, Paul Biya fait de lui le président du conseil d'administration de l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS. L'INJS, c'est la grande école de formation des cadres. Je dis merci au chef de l'État d'avoir pensé à moi pour pouvoir participer à cette œuvre de construction au niveau du sport. À la direction de cet institut qui forme les cadres de jeunesse et d'animation, ainsi que ceux de l'éducation physique, Edmond Ebal Meunieux est directeur, alors que Chamberlain Wadoum Fofou devient directeur adjoint. Un renouvellement du top management qui participe de la volonté du président Paul Biya de donner un souffle nouveau à ces institutions pour de meilleures performances. Évoquons à présent, Pierre Batibonac, la relation entre le Cameroun et l'Organisation de l'Union africaine. Quelle a été la contribution du Cameroun à la marche d'abord de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, puis de l'Union africaine, UA? Je pense qu'il y a une continuité. Le Cameroun n'a jamais varié dans son engagement. Le Cameroun est membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. Et le Cameroun a continué d'être présent. Le Cameroun a donné 2 de ses fils pendant 6 ans comme secrétaire général de cette organisation. Le Cameroun a
à ce jour, par 2 reprises, présidé aux destinées de cette organisation continentale. Il faut noter aussi qu'au passage à l'Union africaine, le Cameroun a continué de mettre ses fils à la disposition de cette organisation. Notre sœur, paix à son âme, Elisabeth Tanqueux, a obtenu 2 mandats avant de partir, mais après elle, nous avons aussi le professeur Sarah Agnan Agbo, qui est commissaire en charge des ressources humaines, des sciences et technologies. Le Cameroun a toujours été présent. Tout à l'heure, vous avez cité le professeur Moukoko Mbondio, qui anime cette équipe chargée de réfléchir sur la réforme, avec d'un côté le président de la Commission de l'Union africaine qui l'a désigné, mais aussi le président Kagame qui est le leader pour la question. Donc le Cameroun a toujours été présent. Mais quand on voit ces figures, on peut croire que c'est tout. Ce n'est pas tout. Le Cameroun a toujours donné des juges par-ci, des experts par-là, le président du Parlement africain. Donc le Cameroun a toujours été conséquent avec l'Union africaine. Ça, c'est au niveau des ressources humaines. Mais il y a aussi la contribution financière. À un moment donné, le Cameroun est resté longtemps dans le top 10 des pays à jour de leur cotisation. À jour et des grands contributeurs africains. C'est-à-dire que quand le Cameroun a été 9e, par exemple, 8e par rapport au taux de contribution, le système mis en place en 2015 a fait du Cameroun 12e, 13e contributeur, mais avec l'engagement du Cameroun sur la modalité de 0,2% des prélèvements, le Cameroun repasse dans le top 10. Ce qui veut dire que le Cameroun a toujours été engagé derrière cette organisation pour que les valeurs africaines et les idéaux de l'organisation fêtière soient mises en œuvre. Le Cameroun n'a pas fait que ça. Le Cameroun a participé dans des actions de rétablissement, de maintien de la paix au Soudan, en Centrafrique. Donc le Cameroun est un pays engagé vis-à-vis de l'Union africaine. On ne peut pas discuter ni de sa crédibilité, ni de son engagement dans la durée, tellement le pays a été régulier et constant. Et l'un des aspects de ce soutien, c'est l'hospitalité que le Cameroun offre également à certaines institutions panafricaines, l'université panafricaine, la base logistique continentale à Douala, le Conseil du sport africain et même le Conseil phytosanitaire africain. Un soutien, le Fonds monétaire africain également, c'est un soutien qui va au-delà des simples aspects financiers. Il y a plus que ça, il y a même la conférence africaine des ministres en charge de la décentralisation. Le Conseil phytosanitaire, il date des années 60, alors que le Fonds monétaire africain est en voie de mise en œuvre. C'est dire que dans le temps, le Cameroun est resté égal à lui-même. Il est plutôt question de penser le Cameroun comme la deuxième capitale de l'Union africaine. Le Cameroun n'est plus à chercher à prouver. Le Cameroun devient une destination privilégiée de l'Union africaine. On a parlé des sièges des organisations panafricaines, mais on n'a pas parlé des réunions de l'organisation au Cameroun, qui sont tout aussi régulières que les visites de grandes personnalités, fortes personnalités de l'Union africaine dans notre pays. Donc le Cameroun est un pays africain, aligné sur les valeurs africaines. Et il faut voir, par exemple, la direction ou l'interprétation du vote du Cameroun à l'Union africaine. Parfois, le Cameroun est l'un des rares pays qui exige qu'il y ait l'équilibre entre anglophones, lusophones, francophones dans les postes, la répartition régionale.
Non, le Cameroun est resté un pays, on ne dirait pas ça, mais acceptons l'expression, un pays militant en faveur des valeurs et des idéaux de l'Union africaine. Est-ce que dans cet environnement, fort de ce que vous venez de dire, et ce sera la dernière question de notre échange, est-ce qu'on peut à ce jour douter encore de la crédibilité du Cameroun comme sujet de droit international ou de la personnalité de son président, le président Biya, comme un sage africain? Je ne sais pas s'il fallait poser la question, mais je crois que la lecture que tous les sujets de droit international font de la présence du Cameroun ou de la crédibilité du Cameroun, c'est que quand il n'y a pas le Cameroun, il y a quelque chose qui manque. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir. En 1996, Nelson Mandela disait « L'histoire du Cameroun m'a marqué ». Il faut aller beaucoup plus loin pour comprendre pourquoi ce pays compte. Vous avez parlé tout à l'heure de la base logistique continentale. Le Cameroun n'était pas demandeur au départ. Des analyses des experts indépendants ont remis le Cameroun dans le pipe pour que les discussions soient soutenues en faveur de notre pays. Même les pays plus importants, qu'on appelle le Big Five, ont voulu empêcher que la base logistique continentale soit au Cameroun, mais ils ont dû se rendre à l'évidence que cette position centrale du Cameroun permettait d'avoir une structure fiable. Donc le Cameroun est un pays qui compte pour tous. Ce n'est pas pour rien que le Cameroun est visé, est envié, est convoité par... Tous les grands veulent être au Cameroun. La position du Cameroun est connue. Vous avez parlé en introduction de mon séjour à Genève. Pour le Cameroun, je ne sais pas ce qu'il faut dire, nous avons été point focal du groupe ACP pendant des années, nous avons été point focal du groupe africain pendant des années, notamment sur l'industrialisation, la facilitation des échanges, les questions de développement, et c'est parmi les rares pays non émergents qui se retrouvaient donc dans ce qu'on appelle le Green Room, enfin le cercle restreint des décideurs de l'OMC. Donc je pense que la crédibilité du Cameroun, le problème ne se pose pas en dehors du Cameroun. Le problème peut se poser à l'intérieur, pas à l'extérieur, parce que la méconnaissance, sans doute. Peut-être qu'il faut un peu plus de pédagogie pour que les Camerounais se réapproprient leur histoire et qu'ils apprennent aussi à être fiers des personnalités et du chef qui l'incarne. S'il est consulté, s'il est respecté par les autres, n'oubliez pas, un proverbe africain dit qu'on ne jette les cailloux, que les enfants ne jettent les cailloux que sur un manguier qui a des fruits. Donc, s'il y a ce respect, s'il y a ce désir d'échanger avec lui, parce qu'il y a quelque chose à donner, il y a quelque chose à partager, il y a une maîtrise, il y a une expertise, il y a une sagesse, il y a une expérience qui est sollicitée parce qu'elle est bénéfique au continent africain et au reste du monde. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous avez compris, je n'avais pas besoin de prononcer ces mots de conclusion. Je suis un Camerounais fier de son pays, fier de son chef et qui ne voit autre chose que la crédibilité de son pays partout où il passe. Et j'ai eu le privilège d'être appelé Cameroun, c'est une fierté. Et vous êtes loin d'être le seul. Merci Paul Bati-Bonak, ministre plénipotentiaire, directeur Afrique au ministère camerounais des Relations extérieures, d'avoir accepté de nous tenir compagnie tout au long de cette édition de Présidence Actuelle.